individuellement, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et c'est en cela vraiment que ce que vous venez de dire est très impactant. Et ça mérite d'être retenu dans le cadre des actes du forum. Maintenant, je termine par M. Sougou. Toujours une dizaine de minutes au maximum. Parce que plus on se rapproche de la fin, plus les organismes sont éprouvés. Merci, monsieur le modérateur. Permettez-moi, avant de commencer le décompte des 10 minutes, de dire deux mots. D'abord, pour féliciter M. Diagne, président de l'Assemblée nationale, quand je l'ai informé que je participais en tant qu'expert à ce forum, il m'a demandé de vous transmettre ses remerciements et ses félicitations. Le faire également au nom de Madame la vice-présidente de l'Assemblée ici présente et de l'ensemble des parlementaires qui sont là. Cela dit, je voudrais féliciter, Mesdames et Messieurs, Excellences, M. Diagne, pour sa perspicacité et surtout pour sa résilience. Parce que je me souviens qu'en 2009, quand il venait nous voir à la commission de l'UEMOA pour demander le soutien et l'appui de la commission, c'était un peu difficile parce que nous pensions que nous disions mais qu'est-ce que, en plus de la commission, une institution peut faire pour développer l'intégration régionale dans la sous-région. Et quand le président Soumaïla, paix à son âme, me demandait notre avis, je lui disais, en tout cas, nous pensons que c'est une bonne chose de le faire parce que toutes les initiatives qui participent à renforcer le processus d'intégration sont à prendre. Il me disait, attention, j'espère que ce n'est pas une affaire sénégalo-sénégalaise. Bon, paix à son âme, je voudrais lui rendre hommage, M. Soumaïla Cissé, pour tout ce qu'il a fait pour l'intégration régionale, la commission de l'UEMOA et le Mali, et tout ce qu'il a fait pour FOGECA, parce que c'est lui qui a commencé un peu le soutien à FOGECA, et tous ses successeurs, notamment les présidents Soumaré, Bouraïma et Diop actuellement, ont pris le pas, ont continué à soutenir FOGECA. Donc cela veut dire que notre avis était technique, n'était pas subjectif quand on lui disait qu'il fallait soutenir FOGECA. Je voudrais également saluer le Premier ministre ici, M. Mara. On ne l'a pas dit ici, c'est un expert comptable. Et dans le département des politiques économiques dont j'avais la charge, nous nous occupons des comptables, de la comptabilité. Et il fait partie de l'équipe des experts comptables qui nous ont beaucoup aidés à mettre en place le cadre institutionnel du SUSCOA, à mettre en place les normes comptables à travers le CCOA et même à faire la jonction avec l'OADA pour qu'on ait le SUSCO-OADA. Donc je voudrais vraiment le remercier ici pour tout ce qu'il a fait. Cela dit, on nous a demandé de parler de la jeunesse et de la femme. J'aurais bien aimé être dans le panel précédent parce que pendant 16 ans, je n'ai fait que l'intégration régionale. Mais je vais quand même parler de ce sujet. Il y a 2 ans, nous étions ici et nous parlions de la reprise économique post-Covid. Des modalités, de comment faire pour que le secteur privé puisse effectivement prendre sa place dans la reprise post-Covid. Et nous sortions d'une situation économique catastrophique avec une récession mondiale de 3%. Mais heureusement, en 2021, il y a une reprise de l'activité économique mondiale avec un taux de croissance de 4,7%. Donc, il y avait de l'espoir. Mais ces espoirs sont retombés avec les crises que nous avons connues en 2022 et en 2023. Et aujourd'hui, nous avons une baisse de la croissance de 4,7 à 4 en 2022 et probablement en 2024, nous aurons un taux de croissance encore plus faible, autour de 3,7% au plan mondial. Alors, dans ce contexte, comment parler du potentiel économique de la femme et de la jeunesse? C'est ça la grande question. Et pour cela, surtout qu'au moment où nous parlons, il y a des défis nouveaux. La guerre en Ukraine n'a pas fini de faire ses effets avec les tensions inflationnistes et la rareté des ressources financières, que surgit aujourd'hui une crise dont on ne mesure pas l'ampleur pour le moment, mais espérons que cette crise sera vite maîtrisée au Moyen-Orient pour que les projections de croissance
faites par le Fonds monétaire, la Banque mondiale autour de 4,2% puissent être réalisées. Donc, espérons. Donc, c'est sur la base de cet optimisme-là que nous raisonnons aujourd'hui. Alors, nous allons discuter de ce sujet autour de 4 problématiques. Quel est le poids de la jeunesse face aux différents défis? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, quelle est l'approche genre? Quelle approche genre devons-nous avoir, nous? Comment concevons-nous l'approche genre? Troisièmement, quelles sont les conditions et de développement ou de renforcement du potentiel de la jeunesse et de la femme? Et en dernier lieu, je reviendrai sur un point qui me paraît vraiment le plus important, c'est qu'est-ce que les institutions, les politiques, les réformes doivent apporter pour qu'effectivement nous puissions adresser ces différentes questions de façon significative. Alors la jeunesse constitue un atout, on l'a dit, on l'a constaté. Un des remparts contre la Covid en Afrique a été la jeunesse de la population. Je crois que beaucoup d'observateurs sont d'accord sur ça. Le fait que nous ayons une jeunesse, une population très jeune, composée environ à 65% de jeunes de moins de 25 ans, ou même à 30% en Afrique subsaharienne de jeunes de moins de 25 ans, c'est un atout. Alors, ça nous a permis effectivement de résister. Bon, maintenant, les analyses qui sont faites ne sont pas achevées pour savoir quel est le lien réel entre la résilience face au Covid et la jeunesse. Mais les gens s'accordent à dire que la jeunesse de la population a été déjà un atout. Donc, la jeunesse est un atout. Nous sommes dans un contexte où également les jeunes, non seulement ils sont plus nombreux, mais ils sont sous-employés. Il n'y a que 30% des jeunes qui sont actifs. Ça, c'est un grand problème. C'est-à-dire nous avons besoin des jeunes. Et l'Afrique a un potentiel de croissance énorme, mais les jeunes ne travaillent pas. Cela veut dire qu'il y a, au niveau des réformes, au niveau des politiques, beaucoup de choses à faire. Donc, la jeunesse de la population, c'est un atout considérable. Et les femmes également, c'est un atout, on y reviendra. Mais quelle approche, c'est la deuxième question que je pose, quelle approche devons-nous avoir du genre? Pour nous, le genre, c'est juste pour rééquilibrer, justement, disons, le déficit qu'il y a entre des sexes, en particulier ici, entre l'homme et la femme. Donc, dans le contexte africain, le genre, c'est remettre la femme au cœur du processus de développement. Et c'est ce qui est fait dans beaucoup de pays, à travers, et j'y reviendrai tout à l'heure, quand on parlera du potentiel, à travers des mesures importantes comme la scolarisation des filles, qui est assez importante dans certains pays, comme le Sénégal l'a fait, la parité, et on y reviendra tout à l'heure. Donc, il y a un potentiel important que constitue la jeunesse et les femmes, parce que l'Afrique, quelqu'un l'a dit, il y a une marge de progression énorme. Tout le monde s'accorde à dire que la croissance de demain, c'est ici en Afrique que ça se fera. Donc, même s'il y a eu des crises, à chaque fois qu'on analyse la situation de l'Afrique, on se rend compte que les taux de croissance, notamment en Afrique subsaharienne, sont souvent plus élevés que le taux de croissance moyen dans le monde. Donc, il y a vraiment du potentiel. Il y a donc à utiliser la jeunesse et les femmes à bon escient. Alors, pourquoi les jeunes ont un potentiel? Les jeunes ont un potentiel parce que d'abord, c'est une force de travail. Et nous avons des terres arables, nous avons des terres à perte de vue. L'Afrique est à la limite sous-peuplée. La densité de la population en Afrique est de 43%. Évidemment, moi j'ai été au Niger représentant de l'UEMOA pendant 7 ans. Le Niger, le Mali, c'est le même pays, c'est la même configuration. Le Niger fait 7 fois le Sénégal, 22 fois ou 20 fois le Togo, etc. Donc, c'est des pays immenses. Donc, la taille du pays, enfin la densité au sens strict, peut ne pas signifier grand-chose parce qu'il y a le désert, il y a des parties qui ne sont pas utiles. Alors que l'Europe a une densité en population de 105 habitants au kilomètre carré, en Afrique, on a 40-45%. Mais la partie utile, quand même, on a autour de 70% en densité humaine, densité de population. Donc, on a quand même de la marge. Notre territoire est sous-utilisé et sous-peuplé. Ça, c'est une réalité. Donc, on a des possibilités, effectivement, de faire des choses. Nous n'avons pas une géographie extrêmement difficile. Parfois, beaucoup de nos pays, c'est des plateaux. Vraiment, on a des possibilités de travailler la terre et les jeunes constituent une force. Donc, le paradoxe est là.
pourquoi les jeunes ne sont pas bien employés? Alors, la question se pose de savoir, alors, comment utiliser, et c'est la troisième question, le potentiel des femmes et des jeunes. Comment exploiter cela? D'abord par la formation. Il faut que les gens soient bien formés pour pouvoir travailler. Souvent, nos jeunes ne sont pas bien formés, nos femmes aussi également ne sont pas. Les femmes, je veux le rappeler, ont un potentiel économique extrêmement important. Mon collègue le disait tout à l'heure, dans les zones transfrontalières, les femmes occupent 70%, produisent 60% font plus 70% des transactions dans les zones transfrontalières. Et participent pour 25% dans la production de biens. Mais en retour, les femmes captent moins de revenus que les hommes. Donc c'est un problème. Donc on a vraiment des marges de progression importantes. Donc il faut de la formation. Il faut de la formation surtout technique et professionnelle. Il faut que nos jeunes, certains fassent de la formation générale, mais il faut qu'il y ait beaucoup de formation technique et professionnelle pour pouvoir attaquer justement toutes ces problématiques liées à la production agricole, aux industries, etc. Il faut la scolarisation, bien entendu, et surtout la scolarisation des filles. Et là, évidemment, des progrès importants commencent à être faits au Sénégal. Vraiment, c'est un projet qui est en marche. Les dernières années, au baccalauréat, au Sénégal, on a eu plus de filles qui ont réussi que de garçons. Ça, c'est positif. Cela veut dire qu'effectivement, on peut développer le processus de scolarisation des filles et compter sur ça. Parce que si les femmes et les filles sont bien formées, ça, c'est des études qui le démontrent, la santé des enfants, en fait, s'améliore. Parce que c'est les femmes qui s'occupent des foyers, qui s'occupent des ménages. Et la pauvreté recule. Parce que les femmes, non seulement produisent, mais peuvent développer des chaînes de valeur. Et au plan microéconomique, les femmes peuvent effectivement organiser la société. Donc, miser sur les femmes, aider les femmes à avoir des ressources, des revenus, permet effectivement de faire reculer la pauvreté assez considérablement. Une minute, c'est, je vais abréger, il y a l'action citoyenne et politique. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que les jeunes et les femmes participent à la vie citoyenne et à la vie politique. Et je pense qu'il y a des initiatives qui sont faites dans certains pays. Bon, je vais citer le cas du Sénégal encore une fois. En ce qui concerne la parité qui permet aujourd'hui pratiquement à l'Assemblée d'avoir 50-50, c'est 46% de femmes pour 50, sur 165 parlementaires, parce que la liste est paritaire, mais la différence se fait parce qu'il y a des postes pour lesquels c'est une personne, deux personnes. Mais le fait d'avoir une parité dans les fonctions électives, c'est important. Il faut généraliser et développer cela. Maintenant, le dernier point, et le point vraiment central sur lequel je veux insister, pour développer le potentiel de la jeunesse et de la femme, s'adresse aux politiques, notamment aux politiques d'intégration. Moi, j'ai fait 15 ans à la commission de l'UEMOA, je me suis occupé des politiques économiques. On n'a jamais traité la question de la femme et de la jeunesse comme problématique. On s'intéresse toujours aux questions macroéconomiques. C'est vrai, le déficit, la masse salariale, le taux de pression fiscale, c'est bien, c'est des indicateurs. Mais quel est l'impact sur la jeunesse? Parce que dans la mesure où nous sommes d'accord que les jeunes sont plus nombreux, que les femmes constituent la moitié de la population, donc cela veut dire que toutes les politiques que nous faisons doivent avoir un impact sur les jeunes et sur les femmes. Or, nous ne faisons jamais cette analyse. Donc nous devons aujourd'hui, dans les institutions internationales, à la commission de l'UEMOA, à la CEDEAO, à la BAD, en dehors des rapports que nous faisons sur les grands agrégats économiques, faire un rapport sur l'impact de ces politiques sur la jeunesse. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on a un taux de croissance de 4, 8%, 9%. Bon, les jeunes et les femmes qui sont la majorité ne profitent pas, ne sentent pas cette croissance. Parce qu'on n'a pas fait des analyses sur les impacts. Et on ne permet pas donc aux chefs d'État qui décident de savoir comment prioriser. Donc ça, c'est des insuffisances qu'il faudrait absolument corriger. Et je pense que, en tout cas avec le recul que j'ai de toute cette expérience, je pense qu'il nous faut aujourd'hui traiter la question de la jeunesse et de la femme, pas sous l'angle macroéconomique seulement. Il faut traiter cette question de façon spécifique pour voir quelle est la contribution de la femme à la croissance, quelles sont les retombées de la croissance sur la femme, quelle est la contribution
des jeunes à la croissance, quelles sont les retombées de cette croissance sur ces jeunes. Donc avoir une analyse, non pas de résultats, mais une analyse d'impact. Parce qu'aujourd'hui, on se limite à des résultats, on a fait tant en cours de taux de croissance, on a fait un déficit, on a réduit le déficit, etc. Mais on n'analyse pas les impacts. Et c'est ces impacts qui permettent aux décideurs politiques de dire, voilà, on a atteint un tel niveau de croissance, on a atteint un tel niveau de recette fiscale, mais à quoi ça a servi? Et ça doit servir aux plus nombreux. Et les plus nombreux, c'est les jeunes et les femmes. Et tant qu'on n'aura pas ça, évidemment, on aura des situations où on fera des progrès économiques, mais les jeunes et les femmes, qui sont la majorité, ne seront pas, ne pourront pas... Je crois que M. Sou a suscité une vocation. Il faut de la discrimination positive pour aider les jeunes et les femmes. Et ça, on a les moyens de le faire parce qu'on a des réformes fiscales possibles pour pouvoir faire cette discrimination et aider les femmes. Il faut rationaliser, il faut coordonner l'intégration. L'intégration dans nos pays n'est pas bien intégrée, n'est pas bien coordonnée. Si je prends l'exemple du Sénégal, le ministère des Affaires étrangères s'occupe de la ZLECAf, le ministère de l'économie s'occupe des indicateurs de l'UEMOA, convergence macroéconomique, le ministère des Finances s'occupe, est statutaire à l'UEMOA, le ministère du Commerce s'occupe également de la ZLECAf. Donc il y a un problème de coordination dans tous les États. Il faut arriver à coordonner. Et il y a une étude récente qui a proposé de mettre ici au Sénégal un conseil national de l'intégration au niveau de la primature pour pouvoir coordonner tout cela. Donc c'est valable aussi au Mali parce que chaque année, au niveau de l'UEMOA ou de la CEDEAO, on fait l'évaluation de l'application des réformes et on se rend compte que les réformes ne sont pas appliquées. Les réformes qui sont les mieux appliquées, c'est les réformes macroéconomiques, donc les réformes suivies par le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Mais les réformes sectorielles qui concernent le transport, l'agriculture, etc. ne sont pas bien. Ça, la raison aussi se trouve dans le modèle d'organisation de l'UEMOA. Parce qu'à l'UEMOA, les ministres statutaires, c'est les ministres des Finances. Donc les ministres sectoriels ne sont pas statutaires. Ça aussi, c'est un problème. Donc il faut interroger, je pense qu'il faut réfléchir sur le modèle qu'on a mis en place sur l'intégration, aussi bien au plan régional qu'au plan national. Merci. Merci bien. Donc je demande à ce qu'on applaudisse vraiment les panélistes. On fait la photo et, monsieur le maître de cérémonie, vous avez la parole. Et moi, je vais demander qu'on applaudisse pour vous aussi, monsieur le Premier ministre. Merci. Pour la qualité de la modération et pour la pertinence et des intervenants et du public. Mais je crois que pendant que la photo de famille est en train de se faire exécuter, il nous revient de dire juste un mot, c'est que nous sommes tous d'accord sur le fait que l'agenda des jeunes et des femmes doit être au cœur des préoccupations publiques. D'ailleurs, les échanges que nous avons eus sur le sujet en ont largement attesté. Les États font déjà ce qu'ils font, mais les jeunes et les femmes doivent être plus inventifs de manière à trouver des solutions innovantes. Il faut être des jeunes et des femmes d'impact. Ainsi pourrait-on résumer ce deuxième panel qui a succédé au premier qui portait donc sur la digitalisation comme outil nécessaire à l'éclosion de l'intégration de nos économies. Mesdames, Messieurs, tout ce que nous sommes dit ce matin a été enregistré et vous aurez très certainement dans vos adresses les actes du forum de cette année, dois-je vous le rappeler, qui portait donc sur l'intégration régionale avec des déclinaisons sur le renforcement des chaînes de valeur africaines par la digitalisation régionale et les infrastructures, et puis le développement de l'Afrique, comment faire émerger le potentiel de la jeunesse et l'approche genre. À présent, on va mettre un terme à cette cérémonie. La suite, c'est le déjeuner qui sera offert dans la salle Adriana, mais pour des commodités
civilisation. Vous allez laisser les autorités précéder le public dans la salle. Et puis demain, il y aura le gala de l'intégration. Grand moment également de cette 16e édition du Forum de l'intégration africaine. Madame, Monsieur, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le président du FOGECA, Madame la présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, chères dames et messieurs, merci d'être venus partager avec nous ce matin ici cette édition. Merci principalement à l'hôtel King Fahd Palace qui nous offre son bel espace pour ces échanges. Retrouvons-nous demain au gala de l'intégration et bon appétit à tous. Merci au FOGECA. On rappelle que les autorités doivent passer avant le public pour rejoindre la salle Adriana. Exclusive from Calamity. Choco power for the result, nothing to discuss, cause I can win by default and without any doubt. I'm a me happy at all, I no go feed the girl, I no go feed the girl insult. My mind is with the talk, I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love. Celui-là. Don't cry, yo. I need to go and shine, 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 yo. Shine, yo. Shine, yo. I need to go and shine, yo. I need to go and shine, yo. I need to go and shine, yo. Shine, yo. Shine, yo. I did put a control and kill Soboma. I dey try to buy moto, Toyota Corolla. My feelings been they swing like Django Lover. Feelings been they swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Lucky Bona.
Now so much you remain, that feel all over. My feelings today swing like Django Lover. Exclusive from Somebody get you, what you. Come on, why don't give me this suit? Why you say I need nothing for you? If I do anything you want me to do, somebody get you, what you. Come on, why don't give me this suit? Why you say I need nothing for you? If I do anything you want me to do. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce forum, le forum organisé dans le cadre du FOGECA. Il s'agit notamment donc du forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique, forum auquel plusieurs personnalités, plusieurs sommités de l'Afrique ont participé et nous sommes justement avec un des participants. Vous êtes M. Ziani Mohamed Abdel Wahab, vous êtes le président de la Confédération des industriels et producteurs de l'Algérie. Merci d'avoir participé et merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Alors, quelles sont vos premières réactions après avoir suivi le panel, disons, le discours des officiels avant d'en venir en tout cas aux différentes thématiques qui ont été développées? Écoutez, d'abord ma première impression, mon impression c'est que le panafricain commence à bouger. Donc c'est l'intégration de l'Afrique au sein des populations africaines. Donc aujourd'hui nous sommes en train d'essayer de bannir les frontières pour libérer la circulation des hommes et des biens et des services. C'est un peu le but aujourd'hui de notre venue ici. L'Algérie a prêté toute sa main, nous sommes en train de tracer tout un grand programme pour l'Afrique. Et le président de la République est en train de dire qu'il faut d'abord commencer par l'Afrique pour aller penser chez les autres. Donc on doit penser chez nous c'est le continent africain. Nous devons donner du travail à nos enfants ici, au lieu de nourrir le poisson de la Méditerranée, les gens qui sont en train de fuir de l'autre côté, alors que le travail, la richesse se trouve ici. Donc ça, un peu, ma venue ici, c'est encourager justement les entreprises africaines à travailler ensemble pour justement travailler et garder nos enfants sur le continent africain. Et là-dessus, dans le speech de la délégation algérienne, on a fait état un peu de projets, de programmes entre les opérateurs des deux pays. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'essentiel de ces différents programmes? Bien sûr, le premier programme, c'est le programme de l'État algérien envers le Sénégal. Nous avons ouvert donc la première banque ici à Dakar qui s'appelle ABS avec un capital de 100 millions de dollars qui est le plus gros capital aujourd'hui au niveau de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Et justement, c'est pour accompagner les entreprises algériennes, mais aussi les entreprises africaines et sénégalaises ici à Dakar. Deuxième des choses, nous avons ouvert ce qu'on appelle un showroom et une distribution permanente au niveau de CIS, au niveau de la FIDAC ici à Dakar, pour justement faire connaître les produits algériens ici au Sénégal et à la sous-région. Troisième des choses, nous avons augmenté le nombre de vols envers l'Algérie parce que c'est un centre de transit vers l'Europe. Et aussi, nous avons ouvert une ligne permanente de bateaux qui va venir d'Alger vers Dakar, mais aussi s'arrêtant à Nouakchott et à Abidjan bientôt. Donc, ça, c'est le programme de l'État. Le programme des entreprises privées qui sont existantes aujourd'hui ici, c'est justement de démontrer à la population sénégalaise et à la sous-région que nos produits sont pratiquement un premier choix mondial, mais un prix africain, pourvu qu'on y croit ensemble, parce que nous offrons une première qualité, mais un prix accessible aux populations africaines. C'est du Made in Africa, c'est du Made in Algérie. Et là, c'est certainement la démarche, c'est pour renforcer le poids économique de l'Afrique de manière globale, mais également renforcer l'intégration. Tout de suite, il est ressorti au niveau des différentes interventions qu'il y a de la réticence également concernant les barrières douanières, concernant le cadre juridique. Sur cet aspect-là, quelle doit être la contribution des opérateurs économiques que vous êtes, ou bien quelles sont vos attentes pour être plus précis? Nous avons une attente qui nous reste sur longtemps. Je n'ai pas pu terminer toutes mes questions sur les panels, mais ici je le dirai. L'Afrique, la majorité des pays africains comme le Sénégal, l'Algérie et beaucoup de pays ont fait un accord avec l'Union européenne. Donc les produits de l'Union européenne rentrent ici pratiquement avec 0% de droits de douane et 5%. Donc nous ne remplissons pas les trésors publics de l'Afrique. Aujourd'hui, je dirais qu'un produit de l'Algérie, quand il rentre au Sénégal, il paye plus de 38%. Ça, c'est la préférence africaine qui doit maintenant s'exercer. Comment on donne la préférence à des Européens, à des étrangers en dehors du continent et pas
aux produits algériens et africains qui sont manufacturés en Afrique. Donc il faut que l'ASLECAF arrive rapidement pour bannir toutes ces barrières douanières entre les pays africains. C'est notre attente que les pays se réforment et que la bureaucratie s'arrête à exercer la pression sur les entreprises africaines. Alors, on a beaucoup mis l'accent sur la jeunesse et les femmes. Oui, c'est apparu au niveau des différents panels qui ont été présentés. Justement, il se trouve que l'Algérie, comme le Sénégal, partagent en commun aujourd'hui un phénomène, et c'est l'immigration clandestine. Cette dimension, j'attendais peut-être qu'elle soit exposée durant le panel, puisqu'on a parlé des femmes et des jeunes qui constituent aujourd'hui une bonne clientèle, entre guillemets, par rapport à ce flux migratoire qui n'est pas tellement voulu. Quelle est votre perception ou est-ce que vous pensez trouver la solution à un tel problème? La solution, elle est facile. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire l'Afrique avec beaucoup de choses, des routes, des bâtiments, beaucoup de choses sont en train de se construire, mais on les construit avec des étrangers. La préférence, elle doit être nationale et africaine. Si c'est au Sénégal, c'est la préférence sénégalaise. Si c'est en Algérie, c'est la préférence algérienne. On doit offrir toute cette construction à nos enfants d'abord. Parce que si on fait le plan de charge et la planification de la construction de l'Afrique, nous allons voir qu'aujourd'hui, la planification de la construction, nous sommes obligés d'importer de l'immigration de l'étranger. Alors que si on fait la planification, nos enfants pourront trouver du travail ici et ensuite les garder ici pour leur offrir de l'emploi et de la richesse. Ils doivent aujourd'hui, les entreprises, la contribution des entreprises africaines doit faire du chômage déguisé. Ça veut dire multiplier l'emploi, même si on doit mettre de notre poche des entreprises pour garder nos enfants ici sur le continent. C'est très important. Je vous remercie. Votre dernier mot? Mon dernier mot, croire en Afrique, croire à l'Africain. Je vous remercie. Voilà. Donc c'est sur ces notes que nous allons clore cette édition du forum. Le forum organisé par le FOGECA, dont le président est Amadou Diagne. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à la régie et rendez-vous demain pour la soirée de gala qui fait partie de la dimension culturelle, comme Amadou Diagne l'a expliqué. Et il parlait même de s'ouvrir en tout cas à la musique orientale hier, quand nous le prenions en invité. Un mot par rapport à cette soirée de gala de demain? Demain, ce sera un gala, en fait, c'est mettre en connexion justement la diaspora africaine et justement par le biais de cette musique et de tous ces chants, nous pourrons intégrer et insuffler dans les oreilles de nos enfants d'aimer l'Afrique et d'aimer les chants de l'Afrique pour rester et vivre et mourir en Afrique. Ce sera donc l'utile à l'agréable. Rendez-vous donc demain à partir de 19h ici même au King Fahd Palace où nous émettions en direct dans le cadre du gala de l'émergence. Il s'agit de la 16e édition initiée dans le cadre du FOGECA. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, je pense que je vous ai dit. Kofi Olomide et le quartier latin à Dakar. Novembre 2023, la grande soirée de gala du FOGECA. FOGECA qui mobilise toute l'Afrique. Le double chapiteau du King Fahd Palace. 1500 personnes attendues à Dakar. Kofi Olomide et le quartier latin à Dakar. Wally Balago Seck et le Ramdan au King Fahd Palace. Hassan Ndiaye et le Ngewel Gi en live au King Fahd Palace. Kinela Mambamba, la grande diva au King Fahd Palace.
Basekou Kouyaté et Ami Sakho du Mali. Attention, c'est la grande soirée de gala du FOGECA le 4 novembre au King Fahd Palace sous le parrainage de son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, Monsieur Amadou Ba, Premier ministre, Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, Monsieur Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances, Madame Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur Moussa Bokar Thiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique. Invité d'honneur, FOGECA 2023, son Excellence Monsieur Adama Barrow, président de la République de la Gambie. Le comité exécutif du FOGECA, Forum des opérateurs économiques pour la garantie de l'émergence en Afrique, organise la 16e édition de son forum et de sa grande soirée de gala dans le double chapiteau du King Fahd Palace. 1500 personnes attendues à Dakar, réservées dès maintenant au 33 824 76 23 ou le 77 432 74 45. Attention, soirée FOGECA bi dootu fi amati bi yoon Afrique ñëpp a ñëw Kofi Olomide ñëw Wally Balago Seck taxaw Adja Kiné Lam taxaw Assane Ndiaye ak waa Ngewel gi taxaw waa Mali daal di ñëw Mbaye Basekou Kouyaté ak Ami Sakho lii nar a neex soirée FOGECA ba kenn duma ko nettali le 4 novembre.